Bonsoir. L'armée tchadienne a annoncé en mi-journée la mort d'Idriss Déby Itno des suites de blessures subies lors de combats sur la ligne de front. L'annonce a été faite à la télévision publique tchadienne par Azem Bernadoua, le porte-parole de l'armée. Cette armée qui a signalé directement dans la foulée qu'un conseil militaire de transition dirigé par son fils, le général de division Mohamed Déby Itno, prenait le pouvoir. Grosse frayeur au Tchad, mais au-delà, dans les pays voisins, notamment le Cameroun et la sous-région du bassin du lac Tchad, du Sahel et même du golfe de Guinée. Peut-on prévenir la crise que les téléspectateurs entrevoient à l'horizon dans ces zones-là? Question à mes invités ce soir, des invités triés sur le volet, 5 au total. J'accueille le premier, le colonel Roger Cuitier. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir. Je signale que vous êtes colonel à la retraite, après 36 ans de service, de bons et loyaux services pour la République, officier d'artillerie sol-sol, ancien attaché de défense du Cameroun au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Sierra Leone, au Niger, ancien commandant de la 41e brime de Kousséri. Vous êtes concerné au premier chef par cette disparition. Au vu de votre tournée africaine et de la chute à Kousséri, qui est très proche de N'Djamena. Oui, disons que durant ma carrière, j'ai eu l'heureuse fortune de rencontrer le maréchal Itno 2 fois. Une fois quand je commandais le détachement camerounais dans la Micropass en Centrafrique. Et ensuite, à Kousséri, lorsque je commandais la 41e brigade d'infanterie motorisée, il était question que les forces armées tchadiennes en intervention au Cameroun soient recueillies par ma brigade et qu'on leur livre 2 lignes de débouchés pour continuer contre Boko Haram. À cette occasion, il est venu personnellement accompagner ses troupes au pont Guéli. Et voilà, j'en ai profité pour l'admirer de plus près. On peut voir sur ces images de Thierry Camteau, oui. Oui, donc c'est quelqu'un que j'ai eu à rencontrer personnellement, quelquefois on a eu à échanger un peu. Voilà, pour ne pas dire plus, pour moi c'était l'exemple du leadership militaire incarné. Voilà. Merci, colonel Cuitier, d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, Thierry Okala Ebodé, enseignant, assistant à l'université de Douala, doctorat PhD en sciences politiques, axé sur la gouvernance sécuritaire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et félicitations après votre soutenance de thèse de doctorat et puis votre admission à l'université comme enseignant, à l'université de Douala notamment. Oui, merci. Merci aussi de me faire le plaisir de m'inviter sur ce plateau dans le cadre de cette émission tout à fait particulière qui est extrêmement liée à l'actualité et sécurité dans la sous-région Afrique centrale avec le départ brusque du maréchal Idriss Déby Itno au Tchad. Donc, c'est un plaisir d'être là pour parler de ces questions sécuritaires sur le plan. Nous savons gré d'avoir accepté notre invitation. Je signale que vous êtes intéressé au processus démocratique en Afrique et bien sûr que les politiques publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Colonel Didier Badjek, bonsoir, bienvenue. Colonel à la retraite également. Bienvenue sur notre plateau. Merci Rodrigue, bonsoir au panel. Je signale que vous êtes colonel à la retraite depuis 2 ans seulement. 2 ans de retraite seulement. Directeur du think tank Cameroun Consulting en prospective. Vous êtes géostratège et internationaliste. Nos téléspectateurs sont un peu habitués à votre visage. Vous avez été pendant longtemps chez la division de la communication du ministère de la Défense. C'est bien cela? C'est cela. Accessoirement enseignant également. Voilà. Et je viens de soutenir aussi une thèse en doctorat qui pointait justement la sécurité collective en Afrique. Et à ce titre, j'ai fait des études sur la force multinationale mixte et également le G5 Sahel. Ça tombe bien, nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui mérite une attention particulière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Léopold Dassi, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, responsable de la rubrique politique et sécurité au quotidien Le Messager. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je signale pour les téléspectateurs que vous êtes diplômé en stratégie et sécurité au CREPS de Yaoundé 2, 3e promotion. Plusieurs stages au sein de la police pour des questions de sécurité. Et vous préparez une thèse en suspension. Vous allez nous indiquer comment. Une thèse en suspension sur la sécurité
en Afrique. Oui, spécialement sur le cas de la Côte d'Ivoire, le futur l'endroit que j'ai déjà visité. Merci, on aura l'occasion pendant 1h30, pendant 90 minutes de mettre à contribution tous ces savoirs emmagasinés en matière de connaissances livresques, de terrain, d'expérience. Ce sera chapeauté par Pierre K. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation, Pierre K. Merci, Robert. Peut-être, si vous le permettez, c'est vrai, il y a la mort du maréchal, mais j'ai aussi une pensée pour la région, particulièrement la localité de Boukolon, avec le lycée Germaine Aïdo. Nous, particulièrement, nous avons les liens avec cette localité. J'y étais encore il y a quelques temps, également que je signale d'entrée de jeu. Je signale que vous êtes directeur de MIT Africa Research Institute, où vous publiez au quotidien des notes de conjoncture sur la politique publique et la gouvernance. Vous êtes journaliste, enseignant de journalisme dans plusieurs instituts privés de la place. Je vous propose, cher monsieur, en guise de mise en bouche, de se remémorer ces propos de Déby prononcés alors qu'il devait se justifier pour sa participation à des combats, parfois en première ligne. Le colonel Kwiche aime l'appeler la colère de Bohoma. C'était en 2000. Cette attitude-là, et voici l'explication que nous fournissait le maréchal aujourd'hui disparu. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Didier Badjek, on a écouté le maréchal Idriss Déby. On a envie de dire que c'est le maréchal ressuscité. Il parlait de sa mort au fond, parce qu'il était attaché à son pays, par amour pour le pays, pas simplement parce qu'il était courageux, pas simplement parce qu'il voulait montrer qu'il était brave. Il dit « je préfère aller mourir au front ». Je pense que c'est un exemple de patriotisme. Et vous savez, le patriotisme met tout simplement en exergue l'amour prononcé que l'on peut avoir pour sa patrie, contre toutes les autres passions, même sa survie personnelle. Je pense que c'est un exemple, c'est un grand homme, et puis tout militaire rêve en quelque sorte de mourir les armes à la main plutôt que de mourir dans un dispensaire. Donc à ce titre, je pense que c'était un destin et qu'il a croisé ce destin, les armes à la main, en défendant son pays et tout à son honneur. Colonel Roger Kwiche, c'est un rêve. Colonel Badjek, est-ce que c'est véritablement cela? Est-ce que ce ne sont pas simplement de bonnes intentions que déclament les officiers et autres hommes de rang? Est-ce que tous ceux qui portent un treillis rêvent mourir au front? Bon, difficile à dire. Je veux parler que de quelques cas que j'ai rencontrés, des collaborateurs dans les multiples fronts où j'étais, des collaborateurs, des chefs. Moi, personnellement, je l'avais dit à ma famille, mon rêve le plus ardent, c'est de ne pas avoir souci de prendre une balle dans mon ventre dans une bataille, et puis voilà, que ça s'arrête là. C'est une mort glorieuse. Ma foi, le président Idno, je lui ai dit tout à l'heure que pour moi, c'était l'exemple du leadership militaire incarné. Je l'ai dit dans cet infora, le leadership militaire aujourd'hui, ce n'est pas le en avant, c'est le suivez-moi. Il n'y a rien de plus beau pour un soldat que de se rendre compte que son chef est dans les mêmes conditions que lui en train de se battre. Il n'y a rien de plus motivant. Il a parlé tout à l'heure que ce n'était pas le courage, que ce n'était pas le mot pour son pays. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de courage pour le faire. Voyez-vous, nous sommes tous des militaires, on a des carrières divergentes, des voies tracées par le destin. Mais lorsque on a l'opportunité de risquer sa vie dans les combats, une fois,
2 fois, 3 fois, 4 fois, on a un autre regard sur la vie. Moi, je pense que le président Déby laisse ici un exemple, c'était comme le disait mon collègue, le colonel Badiak, il laisse ici un exemple aux leaders militaires pour qu'ils comprennent très bien que c'est l'exemple qu'il montre que les hommes doivent suivre. C'est la 2e fois qu'il sera au front. Nous allons parler tout à l'heure peut-être de la colère de Bohoma, qui pour moi est l'une des opérations militaires les plus réussies contre les insurrections. Voilà. Contre Boko Haram notamment. Contre Boko Haram Le Paul Bassi, est-ce que vous êtes de ceux qui doutent du scénario qui a été présenté par le Conseil militaire de transition? Est-ce que vous voyez le président Déby en première ligne, en ligne de front? Les militaires qui sont là vont peut-être nous indiquer, si nous nous trompons sur la terminologie, que va faire un chef d'État en première ligne? On l'imagine avec une calache en ligne de front ou dans un équipement militaire en train de manipuler un 12-7 au fond. Vous imaginez ça? C'est une confusion qui gêne beaucoup. Que le politique devienne l'armée, c'est un embarras pour nous au quotidien. Parce que le militaire est aux ordres du politique. Et que lorsqu'on constate qu'il y a une confusion de rôle, ça pose problème. Et à ce niveau, en tant que journaliste, en tant qu'analyste de la chose, je comprends que le départ précipité du maréchal du Tchad sur le front de guerre, en tant que chef de l'État, au fond, pose un problème sérieux. Et aujourd'hui, l'incertitude qui est née nous amène à nous ressaisir dans cette précipitation en Afrique, de voir que nous sommes rentrés dans les temps préhistoriques où en Europe on trouvait le Napoléon qui était au front de guerre aujourd'hui, etc. Non, il faut qu'on se ressaisisse. Je pense Napoléon, c'était la guerre elle-même. Oui, frère. Mais je dis que le chef de l'État, qui est le gestionnaire du pouvoir de l'État, ne devrait pas se retrouver sur le front de guerre. Ça, c'est clair. Parce que le militaire suit ses ordres et est à son service. Bon, maintenant, cette confusion-là nous amène dans des problèmes énormes et nous sommes en train de vivre cela aujourd'hui. Ça nous tombe en plein sur le visage et le cas tchadien devrait parler à beaucoup de pays africains. Donc, à mon sens, c'est un problème sérieux, c'est une confusion. Je reviens à vous, colonel Badiak. Essayez de décrire pour nous, vous avez des talents de communicateur, essayez de décrire pour nous et peut-être pour nos téléspectateurs cette situation-là. Idriss Déby, au fond. L'analyse qu'on venait de faire, c'était une analyse purement militaire. On évaluait la psychologie de l'homme, la psychologie du commandement de l'homme. Maintenant, s'il faut aborder la question sur le plan stratégico-politique, pourquoi est-ce qu'il est au front, il faut quand même rappeler que Idriss Déby est en même temps homme politique, mais en même temps militaire. Et que nous ne sommes pas forcément ceux qui entreprennent de penser que le militaire devrait être imbibé dans le spectre politique. C'est pas ce qu'on voulait dire dans cela. Nous avons jugé le geste, n'est-ce pas, de l'homme, du militaire, le courage. C'est une manière de voir les choses. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va rentrer dans un débat politiste. Ce n'est pas la question en ce moment. On jugeait, n'est-ce pas, on va aussi dire qu'il n'y avait peut-être pas opportunité d'y aller. Et que dans l'observation pure, même, n'est-ce pas, de la science militaire, eh bien, le chef ne va pas au-devant du front. Il faudrait déjà savoir éclairer, n'est-ce pas, les circonstances exactes de la mort d'Idriss Déby. Où est-ce qu'il a été touché? Quand il a été touché? Ça, c'est encore des inconnus aujourd'hui. Moi, je voudrais quand même que l'on puisse être respectueux de l'acte, même si jamais c'est encore peut-être une bravarde, si l'on peut appeler cela ainsi, mais que l'on soit respectueux de l'acte qui a été posé, de la bravoure, d'aller quand même protéger sa patrie, d'aller au-devant des choses. Maintenant, si on regarde les choses sur un plan tout à fait politique et qu'on l'analyse, n'est-ce pas, de manière puriste, même dans l'art de la guerre, le chef, on essaie de le préserver parce que lorsqu'on l'a tué, eh bien, on a porté une estocade, n'est-ce pas, au camp adverse. Donc, je veux dire que nous étions encore dans le dimensionnement psychologique de l'action. On vous comprend très bien. Mais quelle pouvait être sa position, au fond?
pour être touché par une balle, par des balles, par un obus, ça pouvait être quoi? Il était à quelle position? Il était à combien de mètres des troupes vraiment en première ligne? Quelles pourraient être les situations qui ont conduit à sa mort? Je ne vous demande pas de devenir un oracle, un oracle, mais d'imaginer les scénarios pour nos téléspectateurs. Non, je voudrais dire qu'un champ de bataille, il est toujours pathogène pour n'importe qui est. Il peut avoir une balle perdue à une distance, si jamais il y a une confrontation, c'est-à-dire qu'il y a deux troupes, les deux colonnes se sont rencontrées certainement. On ne peut pas savoir. Moi, je ne peux pas m'aventurer dans ce genre de lecture qui ne reflète pas la lecture d'un puriste de l'art de la guerre. Vous savez, ça dépend. On l'a surpris la dernière fois, je pense que c'était au lac Tchad. Il n'était pas très loin de la ligne de contact. Oui. Et à partir de ce moment, n'est-ce pas, il peut être justiciable de n'importe quel tir tendu et être touché. Je ne peux pas m'aventurer sur une hypothèse en ce moment. Je ne peux que respecter, et de toutes les façons, c'est ce qui nous caractérise au niveau de la stratégie, de pouvoir être dans l'analyse des éléments factuels. Donc, il a été blessé. Nous osons accepter ce qui nous a été dit dans le communiqué de presse. Il a été blessé certainement à un endroit vital, à une portée certainement de tir efficace. Et on ne peut pas s'aventurer effectivement à dire quoi que ce soit sur la question. Il peut y avoir beaucoup d'éléments qui rentrent dans la faisabilité, n'est-ce pas, d'une telle situation. Bianca, les choses se sont mises en place très rapidement. L'annonce à la télévision, la constitution du comité militaire, du conseil militaire de transition, le premier décret pris par Mahamat Déby Itno, son fils. Comment vous avez perçu cela, l'ordre constitutionnel qui n'a pas été respecté? Comment vous, à partir de votre cabinet, vous avez vécu, vous avez vu, vous avez observé ces événements? Oui, nous observons ça comme quelque chose qui est regrettable pour l'Afrique, parce que vous voyez ces hommes en gris se représenter là devant. Je vous dirais que moi, je ne les vois pas, parce que le monsieur qui est mort était dans une stratégie. Et sa mort laisse un vide stratégique dans ce pays. Et en réalité, il est difficile de croire que ceux qui sont là pourront faire quelque chose. Ça devient un peu compliqué dans le contexte. Et ça fait mal parce que il venait également d'être maréchal, tristement célèbre désormais. Maréchal en Afrique, ça n'en fait pas bien. On a connu le maréchal Mobutu, qui est parti, on connaît dans quelles conditions, et quasiment. Laurent Désiré Kabila également est parti, son fils est venu au pouvoir, il a pris le pouvoir pendant 10 ans, et il est reparti parce qu'il y a eu des pressions. Est-ce que les leçons, je m'interroge, est-ce que nous tirons les leçons? Je ne m'en rends pas compte parce que là, on est en plein vide. Je préfère, mon premier mot c'est ça, on est en vide stratégique parce que les hommes de pays, même s'ils sont devenus universitaires et experts aujourd'hui, ils vous l'ont dit, un chef ne va pas se livrer. Lorsqu'il se livre, ça montre que lui-même il ne comprend pas l'environnement dans lequel il se trouve, il ne comprend pas l'art de la guerre. Souvent, un maréchal, normalement, ça s'enferme dans sa salle, et on le trouve mort. Il ne se fait pas, il ne se donne pas à l'ennemi facilement, donc c'est un peu ça. Je ne les vois pas. Ça meurt en exil. Oui, je respecte bien ces hommes, ces soldats qui sont là et qui ramènent dans un autre embarras. L'embarras, on en parlera peut-être avec les conséquences au niveau de l'ensemble de la sous-région. L'embarras du militaire dans la démocratie, parce que Déby meurt quand même en plein mouvement démocratique qu'il a sans doute instauré, participé à mettre, mais que lui-même également, il a essayé de noyer. Et peut-être pour sauver. Il a dit là, il meurt pour son pays. Mais lorsqu'on meurt pour son pays, on a aussi l'obligation de laisser les autres faire.
moi je ne pense pas aux héros qui ne voient pas leur progéniture, qui ne voient pas l'héritage qu'ils ont laissé à leur population. C'était sans doute un mandat de Krô, et le mandat de Krô a été fatal. Alors que Déby a été réélu, proclamé réélu à 79% des suffrages après cette élection à laquelle n'ont pas participé de nombreux leaders de l'opposition au Tchad. Oui, il a été élu, mais il ne va pas prêter serment. Et ça, c'est fini, c'est un vide. C'est un vide et son fils. Et c'est peut-être aussi là, je ne peux pas terminer cette première prise de parole sans saluer la projection du professeur Mathias Eric Ouonangini, qui a quand même eu une lecture un peu fine de l'environnement démocratique, de la gestion du pouvoir en Afrique centrale. Il parle toujours de gouvernement perpétuel. On est là dans une sorte de gouvernement perpétuel. Le père meurt, le père s'éternise et le fils peut-être peut prendre. Ça peut être le fils biologique, mais il n'est pas exclu que ce soit aussi un autre fils. On l'avait à Mathias Nguema en Guinée équatoriale et puis au Béangema, on avait au Gabon avec Omar Bongo, puis... et vous voyez le scénario en Guinée équatoriale qui n'est pas très loin. Voilà. Au Kalaï-Bodé, Pierre K signalait quelques vides, la constitution qui n'a pas été respectée, mais je voudrais indiquer que tout de suite après, on a des chefs d'État qui ont réagi. L'Élysée, pas forcément par la plume d'Emmanuel Macron, salue le courage d'Idriss Déby. Le Cameroun, par la plume du président de la République, adresse ses condoléances à la République tchadienne et écrit au chef du Conseil militaire de transition, Paul Biya, régulièrement élu, démocratiquement élu, qui écrit à un chef militaire qui a pris le pouvoir en N'Djamena, alors que l'ordre constitutionnel prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui dans son article 81 du pouvoir jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Comment vous accueillez cela? Est-ce que le président Paul Biya, prudent, évitant peut-être, anticipant sur l'embrasement, essaye de conforter ceux qui sont là en ce moment, quitte à ce que la paix soit maintenue, soit préservée? C'est un mauvais message. La réaction du président Biya est un très très mauvais message par rapport au processus démocratique en Afrique. Et il témoigne par cette sortie, cette tendance africaine, notamment en Afrique centrale et en Afrique noire francophone, de la déconstitutionnalisation, de la dévolution du pouvoir, de l'alternance au pouvoir. De plus en plus, on observe qu'en Afrique noire francophone, surtout, les dévolutions de pouvoir, l'alternance ne se passe plus selon les dispositions constitutionnelles. Et M. Biya, qui lui dit avoir été élu de manière démocratique, envoie de ce fait un très mauvais message en matière de démocratie. Il aurait été, en tant que grand démocrate, plus à même, plus malin en demandant que, n'est-ce pas, le processus démocratique aille à son terme, malgré la disparition brutale du maréchal Idriss Déby Itno. Parce qu'il y a ce que la Constitution prévoit, même si après, avec la modification, il y avait un poste de premier vice-président qui était en cours de création, mais il y a quand même la disposition de l'article 81 de la Constitution du Tchad qui prévoit que le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir, même si il ne change pas un certain nombre de choses. Je vais le lire. Le président de l'Assemblée nationale, assurant les fonctions du président, ne peut ni démettre le gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, de ce point de vue, pour cette question, c'est d'abord un très mauvais message. Deuxième chose, de manière générale, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a affaire à un processus de monarchisation. Et mon ami Nka fait bien de rappeler cette conception théorique du professeur Mathias Eric Ouonangini qui parle de pouvoir perpétuel. C'est un danger et de plus en plus, après le retour à la démocratie dans les années 90, on observe au milieu des années 2000 que les États en Afrique font un effort pour, n'est-ce pas, sortir des processus démocratiques. Et Vincent Hugo, journaliste français, a bien fait d'écrire un ouvrage intéressant, Directeur de l'Express, qui a bien fait d'écrire un ouvrage qui s'intitule « Les tyrans d'Afrique ». N'est-ce pas? Cet ouvrage fait l'autopsie de la démocratie africaine qui, au moment où on croyait que la démocratie africaine, notamment en Afrique noire francophone, allait se consolider, est en train de se détricoter pour donner à nouveau de l'espace à des pouvoirs de plus en plus dictatoriaux.
Et donc, ça pose effectivement le problème de cette confusion qu'il y a eu au début de ce débat sur ce plateau entre la célébration du militaire en même temps de l'homme politique. À quoi est-ce qu'on a affaire? Est-ce qu'Idriss Déby Itno était le chef d'état-major, était le chef de l'armée? Bon, on le prévoit de manière constitutionnelle, ou c'était le président de la République du Tchad? Dans le discours, dans le message du CMT, on a indiqué que c'était le chef suprême des armées. Oui, c'est le chef suprême des armées. Il n'était pas opérationnel, j'imagine que c'est ce que ça veut dire. Je parle sur le regard des colonels. Chef suprême de l'armée, c'est vrai qu'au Cameroun, la mention a disparu après les textes de 2001. On parle de chef de l'armée. Chef des forces armées. Au Tchad, on parle encore de chef suprême. Ça indique bien qu'au niveau opérationnel, il y a d'autres chefs. Non, n'était pas un chef opérationnel, le colonel Kouitché. Oui, dans la statut de chef d'État, je voulais préciser qu'en tant que soldat ici, ce que nous regardons dans le président Déby, c'est bien sa dimension de soldat. Sa dimension politique, ils sont là, ils vont en parler à merveille. Enfin, c'est clair, quoi. Vous allez en parler à merveille. Sauf que, pour répondre à votre question, si les chefs de l'État, chef suprême des armées, moi, je vous ai dit ici, un jour soldat, un jour soldat pour toujours. Mais voilà, vous ne pouvez pas empêcher un soldat qui, devant une situation de péril de son pays, qui ressent les fourmis dans les jambes et qu'il ait encore envie de remettre son treillis et de descendre sur le terrain en tant qu'ancien soldat. La preuve, c'est que les chefs d'État qui ne sont pas des militaires ne le font pas. Voyez-vous, il faut bien pouvoir faire la distinction entre ces deux personnes, ou bien ces deux personnages sur le terrain. Mais cette conception moyenâgeuse... c'est vous qui estimez qu'elle est... C'est vous qui estimez qu'elle est moyenâgeuse. C'est vous qui estimez qu'elle est moyenâgeuse. Il y a des chefs qui aiment bien les risques. Ça, le leadership, c'est d'abord une équation personnelle. Il y a des chefs qui aiment les risques. Il y a des chefs qui aiment bien se tenir très loin et donner les ordres. Il y a des chefs qui aiment bien dire « suivez-moi ». Ça, c'est à chacun son style. Vous comprenez? Alors, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un, je veux le reconnaître, qu'il allait un peu trop loin. Moi aussi, j'ai eu, dans certaines batailles, à retenir mes chefs qui ne voulaient pas rester. Je leur ai dit « arrêtez ici, vous ne pouvez pas continuer ». Il dit « non, il ne va pas ». Mais est-ce que c'était le colonel Kouitché, est-ce que ce n'était pas du droit des hommes, des soldats qui étaient au front avec le président Déby, de le retenir et de l'éloigner du front? Bien sûr, très loin. C'est le devoir. Est-ce que de ce point de vue-là, ces hommes ont failli? Faillir, c'est un mot, ce serait difficile parce qu'à ce moment, c'est difficile de s'opposer à la volonté d'un chef militaire qui veut se porter en première ligne, qui veut sentir l'odeur de la poudre en première ligne. Parce que cette odeur de la poudre, ça enivre un peu. Et bon, voilà, pour celui qui veut aller vers l'avant, pour celui qui en veut, voyez-vous, celui qui se dit, pour que mes hommes se battent, il faut que je sois là, il faut que je sois à leur côté, ma foi, c'est difficile de l'arrêter. On aurait pu stopper cette bravade. Je vais terminer en disant dessus. C'est possible qu'il ait pris un peu trop de risques. C'était un peu trop risqué, maréchal. Mais je voudrais quand même que vous compreniez le sentiment de cet homme qui, devant un péril important de son pays, s'est dit, ben voilà, il faut montrer l'exemple. C'est un monsieur récidiviste. S'il faut regarder, s'il faut même observer dans certains paradigmes de la guerre moderne, je ne voulais pas que le débat s'éternise sur la question. Eh bien, on peut donner une explication. Parce que dans la psychologie du commandement, aujourd'hui moderne, l'autorité qui était placée au devant est placée désormais au troisième niveau. On commence par la légitimation de l'action, ensuite la persuasion et enfin l'autorité. Ça veut dire quoi? L'action est légitime. Au niveau politico-stratégique, il est le chef suprême des armées. Il peut se trouver où il désire être. Il légitime son action parce qu'il y a une action, il y a une poussée terroriste, n'est-ce pas, qui menace l'intégrité territoriale de son pays. Donc nous sommes dans le secteur de la légitimité. Maintenant, il peut arriver que dans cette phase politique qui était quand même particulière, où on sort quand même d'une élection présidentielle, où il y a une insécurité
permanente dans la zone sahélienne, où il y a quand même des forces qui sont en train de pénétrer partant, n'est-ce pas, du sud de la Libye, et qui peuvent représenter une menace existentielle, qu'à partir de ce moment, il arrive à persuader ses troupes. Nous sommes dans la deuxième phase. Il les persuade, et maintenant, il commande, faites comme moi. Ça peut s'expliquer sur le plan, n'est-ce pas, de paradigme moderne de la conduite de la guerre. Moi, je n'opérerai pas comme ça. Parce que pour que le chef continue également à commander, il faudrait aussi lui donner un maximum de sécurité en retrait. C'est sa manière de faire. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait ce choix, et c'était comme s'il prédisait, n'est-ce pas, ce rendez-vous qu'il avait avec le destin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous ratons beaucoup dans la lecture que nous allons faire, à moins de préparer une autre émission, parce qu'il y a des conséquences qui sont importantes sur le plan géostratégique. Nous allons y arriver. Non, restons avec le colonel Badjek qui va peut-être nous dire à quoi renvoie le grade de maréchal. Eh bien, je pense que c'est une appellation déjà. Hein, c'est une appellation déjà. Et puis, c'est le prestige. C'est le summum. C'est le summum. Est-ce que dans les écoles officiers, on vous indique qu'il y a des grades de... Bien sûr, ça existe. Ça existe dans les armées. Dans la réforme de 2001 que je connais, c'est pas des grades qui sont prévus. C'est une appellation, en fait. Donc, qui renvoie à quoi, colonel? Qui renvoie au commandement suprême des forces. Tout simplement. Tu voulais... Oui. Après colonel, toutes les autres appellations sont des créations. Parce qu'un militaire qui est arrivé au poste de colonel a accompli son devoir dans l'armée. Ça, c'est établi. Mais vous tenez ça de quoi? D'un texte? Permettez que je termine. Peut-être des usages. Le terme même de général, c'est une création. On crée quelqu'un général. Mais dans la nomenclature du fonctionnement de l'armée, lorsque vous avez atteint le poste de colonel, vous avez suivi un processus normal dans l'accomplissement de votre rôle de militaire. D'ailleurs, dans la texture, pour la compréhension des téléspectateurs, au Cameroun, le président de la République nomme aux fonctions générales ou élève. Bien sûr. Si vous êtes derrière la retraite. Écoutez, on ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer. Dans le règlement de discipline générale, il y a un paragraphe qui parle bien des grades et appellations. Et dans les grades, il y a les militaires de rang, dans les groupes, les militaires de rang, les sous-officiers, les officiers et les officiers généraux. Après les officiers généraux, tout ce qui vient après les officiers généraux, c'est les appellations, les appellations, ça qu'on appelle les appellations. Déjà, mais je crois que le grade du général Sémène, si je ne me trompe pas, c'est une appellation. Donc on ne peut pas laisser ça passer. Dans le règlement de discipline générale, qui a un décret de 2007, c'est bien écrit, grade et appellation. Et lorsque vous dites de manière péremptoire que lorsqu'un militaire arrive au grade général, de colonel, on le crée. Non, ça ne veut rien dire. Vous appuyez sur la pratique. Malheureusement, je ne suis pas venu avec mais on crée les postes de général. On crée le poste, mais pas le grade. C'est une création du chef de l'État, c'est à lui seul que revient. Mais il nomme au grade général. Est-ce que le chef d'État nomme? Non, Rodrigue. Mais bien sûr, nous sommes tous nommés par des... Voilà, ça permet de comprendre. Oui, pour sortir rapidement. Oui, rapidement. Je pense le colonel Badjek a parlé d'un ensemble de choses qui justifient peut-être la présence de Idriss Déby en ligne de fond. En interne, on a essayé un peu d'évaluer les hommes autour de Idriss Déby. On vous dira que ce n'est pas des soldats ordinaires, c'est sa garde principale, prétorienne. La garde prétorienne. Donc, en termes de lucidité, ils n'ont rien à lui dire. Ils subissent simplement et ils sont prêts à le laisser. C'est ça l'armée, à un moment donné, dans nos pays. Et à certains moments, ça donne ce qui arrive là. Parce que, normalement, on parle de tout, mais il faut questionner la qualité de l'armée. Vous savez, l'armée du Tchad est, en termes de grade, elle a longtemps été superposée en Afrique centrale comme la puissance militaire. Déby, c'est la diplomatie davantage militaire qu'autre. Sauf que, j'ai parlé tout à l'heure de vide stratégique, j'insiste là-dessus, c'est un vide stratégique parce que les hommes, pour perpétuer peut-être cette sorte
de stratégie familière qui permettait d'enranger les foules. Moi, je prends ça plus enranger des hommes pour aller au combat, défendre une cause légitime pour Déby, pas pour le Tchad, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut intégrer. La défense de Déby, c'était le pouvoir. Et maintenant, M. Okala a parlé de la sortie du président Biya. Non, vous vous dites que c'est une mauvaise sortie. Moi, je trouve que c'est logique dans l'organisation du président Biya. Je le dis pourquoi? Parce que M. Déby a modifié la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Le président Biya a modifié la Constitution en 2008, modifié, et sur le plan de l'Union africaine, lorsqu'on convoque les Tchad, ça s'appelle coup d'État constitutionnel. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un environnement où deux acteurs sont dans le coup d'État, c'est peut-être stratégique aussi pour avoir la paix minimalement au Tchad. Parce qu'on a le fact qui continue d'indiquer qu'il va atteindre. Et rassurer le jeune général, le jeune président, le jeune. Parce qu'il faut dire, ce n'est pas. Monsieur Déby. Et il faut le rassurer. C'est un adoubement parce que aussi on est dans la logique de paternalisme, de pouvoir perpétuel. Ils sont devenus des frères. Monsieur Ibnon, quand il parle du président Biya, ou bien quand le président Biya parle de Obiang Mbazoro, lorsqu'il parle de Ali Bongo, lorsqu'il parle de Denis Sassou Nguesso, c'est un clan familial et normal qu'ils aient des soldats qui peuvent les induire aussi en erreur. Je vous propose de prendre une respiration et revenir sur les événements de N'Djamena. Ça va nous permettre de nous ouvrir sur la sous-région. C'est dans cet élément qu'a préparé pour nous Lil Piediou. Elle revient sur ces événements, sur le factuel, ce qui s'est déroulé à N'Djamena aujourd'hui. Ça peut peut-être rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs qui ne sont pas au même diapason que nous en termes d'information. Le gendarme du Sahel est tombé les armes à la main. Idriss Déby Itno est mort. Oui, le président de la République du Tchad quitte définitivement le trône. L'information est tombée comme un couperet ce mardi et confirmée plus tard par le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Angouna, à la télévision nationale tchadienne. Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Le maréchal du Tchad, parti personnellement dans le nord de son pays pour combattre les rebelles, a été atteint par balle lors des affrontements. Malheureusement, il ne réussira pas à dompter ses blessures. Elles finiront par l'emporter au champ de bataille dans une opération opposant son armée à une colonne de rebelles à la base arrière en Libye depuis le 11 avril dernier, jour du scrutin. Les assurances données par le gouvernement tchadien samedi, insistant sur la fin des combats, se sont estompées dimanche après-midi avec la reprise des 10 combats qui aujourd'hui arrachent à la vie le chef de l'État, à peine réélu à la tête de son pays pour un mandat de 6 ans, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante après 30 années au pouvoir. Aussitôt son décès annoncé, un conseil de militaires est mis en place et dirigé par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, son fils, qui immédiatement a présidé la réunion du conseil militaire de transition et désigné les membres du dit conseil dans un décret signé ce 20 avril et rendu public. Pour l'instant, la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des frontières sont annoncées par l'armée. J'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Voilà, merci à Lil Piediou pour cet élément. Je voudrais revenir avec vous, Okala Ebodé, et peut-être, professeur Mathias Eric Orunangini, que vous évoquiez il y a un instant, il a indiqué ce matin sur sa page, sur son compte Facebook, qu'il faut faire attention à la chute d'Idriss Déby parce que ça pouvait ouvrir la porte, je cite de mémoire, je paraphrase même, ça pouvait ouvrir la porte à l'avancée des rebelles vers le Cameroun et d'autres pays de la sous-région. Est-ce que la digue qui saute avec la disparition de Idriss Déby Itno vous inquiète pour la sécurité dans notre sous-région? Cela peut être relatif. Relatif dans le sens où
dans l'histoire du Cameroun, dans la sous-région, il y a eu tellement de rébellions autour que ces rébellions n'ont jamais afflué en termes de menaces réelles sur le Cameroun. Par contre, il y a le problème des réfugiés qui se pose. Le Cameroun a un statut particulier dans cet environnement où on dit que l'Afrique a la forme d'un pistolet dont la gâchette se trouve au niveau du Cameroun, du golfe de Guinée, et donc particulièrement du Cameroun. Cela veut dire qu'il y a une espèce d'unanimité des superpuissances qui gèrent ce monde sur le statut du Cameroun en tant qu'État où on doit éviter d'avoir une crise sécuritaire de cette envergure. La preuve, c'est que si le Cameroun était un autre pays, la crise anglophone aurait déjà afflué, ou bien même, n'est-ce pas, la crise de Boko Haram, ou les incursions des rebelles nigérians auraient fortement déstabilisé le Cameroun, où on aurait assisté également au Cameroun, comme partout d'ailleurs, à des modifications, à des coups d'État, des changements de pouvoir, en raison, n'est-ce pas, de ces menaces sécuritaires autour de nous. Mais la réalité, c'est que le Cameroun est souvent resté à l'abri de ces menaces sécuritaires, même s'il doit gérer, n'est-ce pas, les conséquences collatérales de ces menaces sécuritaires, avec, n'est-ce pas, l'afflux de réfugiés qu'il doit gérer. On gère les réfugiés qui viennent du Nigeria, on gère les réfugiés qui viennent du Tchad, on gère ceux qui viennent de Centrafrique, et parfois on gère ceux qui viennent du Gabon, de la Guinée équatoriale, et un peu partout. Donc, au regard, n'est-ce pas, de cette évolution, n'est-ce pas, des crises au niveau de la sous-région Afrique centrale et des conséquences au niveau du Cameroun, il ne me semble pas que le Cameroun soit effectivement menacé par quelque déstabilisation que ce soit. Sauf que, oui. Cependant, il faut dire que j'ai entendu des gens célébrer quelque chose sur ce plateau et qui m'a fait un peu froid au dos, c'est la démocratie militaire. C'est-à-dire qu'avec la célébration d'Idriss Déby Itno comme un grand militaire, comme un grand stratège, dont il fallait laisser courir, n'est-ce pas, l'alternance de cette manière, on était en train de célébrer une démocratie militaire, alors que la démocratie, c'est d'abord une forme de pouvoir qui est gérée par les civils. Donc il n'y a jamais vraiment eu, entre le militaire Idriss Déby Itno et le politique Idriss Déby Itno, cette véritable mutation, cette fusion du militaire dans le politique. Et donc, il y avait, n'est-ce pas, ce réflexe permanent de rentrer à la guerre parce qu'Idriss Déby Itno ne s'était vraiment jamais senti homme politique. Et c'est ça qui est regrettable. C'est pourquoi je dis que c'est cette mentalité qui fait que dans la sous-région Afrique centrale et dans les pays d'Afrique noire francophone, il y a cette déconstitutionnalisation, ce gouvernement perpétuel, cette monarchisation du pouvoir. Vous allez l'observer au Togo avec Eyadema, au Gabon avec Bongo, au Tchad maintenant avec le fils de l'autre. Et nous avons le droit de nous inquiéter sur les processus démocratiques réenclenchés en Afrique dans les années 90. Où est-ce que nous allons? La question se pose aujourd'hui avec cette manière de faire au Tchad. Et c'est ce qui est intéressant avec le Tchad, c'est qu'au moment où on parle de la sécurité, on oublie de nous poser la question de savoir quel est le statut du processus de démocratisation dans ces pays. Allons-nous reculer? Allons-nous stagner? Ou est-ce que nous allons avancer vers une nouvelle forme de démocratie? Peut-être que l'Afrique va inventer son modèle de démocratie, que j'ai appelé la démocratie militaire. Je voudrais revenir au treillis d'Idriss Déby avec vous, colonel Badjek. Ce treillis a quand même permis de mener le front contre les djihadistes, que ce soit dans la lutte contre Boko Haram, que ce soit dans le cadre de l'opération Barkhane. Et je voudrais citer même ici la force multinationale, la force mixte multinationale pour la lutte contre Boko Haram. Idriss Déby, personnellement, a pesé de tout son poids pour pacifier la zone. On ne peut pas le dénier. Justement, c'est en ce moment que je voudrais qu'on intervienne et qu'on fasse preuve d'un peu plus de respect pour l'armée camerounaise. Je dois vous rappeler comme ça que lorsque la guerre contre les djihadistes Boko Haram avait commencé, le Cameroun était seul au front et avait contenu la menace Boko Haram au point où il se demandait si c'était seulement au Cameroun de défendre un large front pour une menace dont elle n'assumait pas totalement la paternité. Et vous vous souvenez de cette phrase du chef de l'État, à menace globale, réponse globale. Il faudrait que l'on comprenne que le Cameroun, c'est un verrou stratégique. Mais on est en train de se comporter comme si c'est le Tchad qui vient faire la sécurité au Cameroun. Moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Jusqu'aujourd'hui, les fronts du Cameroun à partir, n'est-ce pas, du golfe de Guinée jusqu'au nord est protégé. Et la force multinationale mixte représente une mosaïque.
Et chaque pays joue son rôle, en effet, gigogne. C'est ce qu'il faudrait savoir. Et les accords, n'est-ce pas, qui président à la formation, à la création des différentes formations collectives, de sécurité collective, eh bien, sont entourés d'un concept opérationnel. Et où il y a des enjeux, où il y a des partenaires qui interviennent. C'est de la haute diplomatie. Et vous allez m'empêcher encore de parler de diplomatie militaire. Non, il y a des structures, n'est-ce pas, cette sécurité collective est structurée. Donc, un homme est parti, peut-être qu'il inspirait un certain charisme, mais cela ne peut pas empêcher le processus ou alors le développement de la sécurité collective. Donc, je voudrais dire que, s'agissant du Cameroun, puisqu'on a peur pour le Cameroun, personne n'assure la sécurité des frontières camerounaises aujourd'hui, sinon que l'armée camerounaise. Je voudrais quand même qu'on ait du respect pour nos vaillants soldats qui sont morts sur le champ de bataille et qui ont su protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Et c'est pour ça que le discours du chef de l'État ce soir va dans le sens d'une diplomatie qui ne peut pas être altérée du fait d'un autre problème dans un autre pays. Il y a quand même le phénomène, le principe de non-ingérence. Il y a un interlocuteur qui s'est affiché et qui est même peut-être respecté par la société civile et des autres acteurs tchadiens. Pourquoi vous voudriez que le Cameroun ne parle pas avec cette personne? Et vous parlez seulement du Cameroun alors qu'il y a eu des messages qui sont partis de l'Occident et puis d'un peu plus. Il ne faudrait pas qu'on soit... J'ai pas terminé, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours pessimiste et qu'on fasse le procès, n'est-ce pas, de quelque chose, alors qu'en ce moment, moi je suis encore au niveau de l'analyse, du factuel. Je suis même pas encore, j'ai pas encore abordé, n'est-ce pas, ma réflexion prospective dans cette question. Mais je pense quand même que la structuration qui est consolidée par un ensemble de concepts, eh bien, fait aujourd'hui que on peut présager que ça va continuer. Peut-être pas avec le même élan, parce qu'il y avait peut-être des amitiés particulières. On l'a vu. J'ai suivi l'interview du président Hollande cet après-midi au niveau de RFI, où il avait une relation particulière et il parlait de l'homme, Idriss Déby. Eh bien, peut-être que ce genre de relations peuvent accélérer un tant soit peu la faisabilité plus opérationnelle de ce qu'on a mis sur pied. Mais je pense qu'il y a quand même une structuration au niveau de la diplomatie internationale qui fait que tout cela va continuer à être... et on est en guerre, hein, c'est une guerre globale contre le terrorisme aujourd'hui. On n'a pas à craindre. C'est vrai que lorsqu'on a un partenaire qui est à côté, un voisin qui est à côté, qui a une certaine capacité sur le plan opérationnel comme le Tchad, eh bien, on est plus à l'aise que si jamais, n'est-ce pas, on a le maillon faible qu'on a à côté de nous. Mais c'est un pays de guerriers. Comment ça va se structurer après? C'est pour ça qu'il faudrait même accompagner ce pays, n'est-ce pas, dans la stabilité. Je pense que c'est ce que les acteurs internationaux ont essayé de faire aujourd'hui. N'empêche, je reviendrai au Caraïbodé, n'empêche, colonel Cuitier, que le Tchad était une sorte de premier rideau devant le djihadisme pour le Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont fondés de penser que ce rideau est peut-être tombé et qu'il faut mieux s'aguerrir pour faire face au terrorisme, qu'on fasse un peu plus qu'on le faisait déjà? Bon, il faut déjà noter que ce qui arrive au Tchad est la conséquence de ce qui était arrivé en Libye. Donc la saignée vient de là. Il faut déjà reconnaître cela. Et par rapport à votre question, je vais être optimiste, mais altérer mon optimisme parce que quand vous regardez les principes fondamentaux de la guerre, liberté d'action, force noire et autres, sur la liberté d'agir contre ou sur l'ennemi malgré lui, est-ce que à l'état actuel, les forces de défense tchadiennes sont en position de cette liberté d'action? Dans ce contexte, j'ai peur à un certain moment. Déjà, le président Déby l'avait dit, à un certain moment, il avait menacé de retirer ses troupes dans les forces internationales. Déjà à l'état actuel, rien ne nous indique que parce que les problèmes à l'intérieur, si les rebelles du FARC continuent de descendre, l'armée tchadienne aura forcément peut-être besoin de rappeler ses troupes qui sont à l'extérieur pour faire face au FARC. Et dans ce cas, c'est des vides qu'on laisse aux djihadistes de l'autre côté. Au Mali. Et là, je rejoins la position de Colonel Badjek, selon laquelle tout le monde doit mettre la main sur la table pour que le Tchad se stabilise. Parce que si le Tchad ne se stabilise pas, nous risquons de vivre ce que le nord du Tchad a vécu, bien ce que le Tchad a vécu à
cause de la Libye. Donc, je suis optimiste parce que les forces de sécurité du Cameroun sont en place. Mais ma foi, lorsqu'on regarde seulement le flux de réfugiés qui va venir du Tchad, ajouté au flux de réfugiés venus du Nigeria, venus de Centrafrique, j'ai peur que ça fasse un peu trop à un certain moment. Mais j'ai confiance aux forces de sécurité du Cameroun. J'ai confiance à la communauté internationale qui a bien pensé que la sous-région Afrique centrale ne doit pas exploser parce que le Cameroun constitue donc un verrou. C'est le dernier rempart, il faut bien le dire ici. Je pense que logiquement, on ne va pas le laisser sauter. Bien qu'à, on évoque le rôle de la communauté internationale, il y a celle de la France qui n'est pas à négliger. On a l'impression, en tout cas certains commentateurs estiment que cette fois-ci, Déby a été lâché par la France et donc, à l'inverse, certaines puissances auraient soutenu les rebelles. Est-ce que, vu à travers ce prisme-là, on a des raisons au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, souvenons-nous qu'il y a une tentative manquée de coup d'État en Guinée équatoriale, on indiquait que les auteurs venaient du Tchad. Est-ce que, vu comme ça, on a des raisons de craindre? La crainte est légitime, je vous dirais, pas seulement parce que vous avez l'impression que la France a lâché Déby. Peut-être par le passé, on a vu les rebelles devant le palais, aux portes de Djamena, repoussés par la France, par les forces armées françaises. Mais cela n'est pas la seule chose qui peut nous faire craindre. Moi, je crains parce que tout le monde parle de sécurité, mais on met plus la sécurité militaire. Non, c'est là que toute la sous-région, à partir de la Libye, est en train de pécher. Parce que la sécurité aujourd'hui, elle est globale. Elle est globale, elle n'est pas seulement qu'on mobilise des forces de différents pays pour faire la sécurité collective, comme le dit le colonel. Non, la sécurité doit avoir des objectifs précis pour que ça n'arrive plus jamais. Sauf que dans ces différents pays, on ne fait pas ce qu'il faut. La guerre là-bas, ce n'est pas la sécurisation tant des frontières. On sécurise les frontières comment? Par le développement, l'aménagement du territoire. C'est ça qui cause la guerre dans tous ces pays. Et comme la population d'entrée de jeu, afin... Vous minimisez les manipulations étrangères, les pressions étrangères. Oui, vous faites bien, vous voulez absolument me ramener là-bas. Parce que ça peut faire plaisir de parler du complot de la communauté internationale. Non, je refuse ça. Parce que lorsque M. Hypnon est élu plusieurs fois, c'est sur un mandat qui ne respecte pas. Ça crée les frustrations en interne et les gens disent on ne peut plus continuer comme ça. Acceptons aussi que ça peut être une cause de déstabilisation. Et lorsqu'on voit toutes ces zones, Boko Haram et tout, qui nourrit au Cameroun? C'est bien la communauté internationale. C'est la Banque mondiale qui essaie au niveau des frontières. Et là, je cite un projet financé par la Banque mondiale au Cameroun à travers le PNDP, à travers d'autres organisations, au niveau des frontières pour payer l'école aux réfugiés. Mais curieusement, j'insiste là-dessus, les Camerounais sont devenus aussi réfugiés. Parce que, voyant ce que la communauté internationale donne aux réfugiés, eux n'ayant rien, les déplacés internes sont devenus réfugiés. Voilà, donc on se retrouve dans cet environnement et cet environnement est essentiellement chrysogène. On ne peut pas faire autrement. Il faut aller, c'est la faillite du tout militaire dans la résolution des conflits. C'est aussi ça. La faillite, c'est-à-dire, vous allez voir dans tous ces pays, la sécurité globale, c'est lorsqu'on repousse, comment on domestique. Lorsque Idriss Déby a repoussé les djihadistes, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a laissé ça neutre. Et vous me dites que lorsqu'on laisse un terrain vide là, les gens vont revenir, coûte que vaille. Les frustrations, que ce soit en interne, dans son armée, que ce soit en externe. Parce que vous allez bon me dire, nous n'avons pas aujourd'hui, et le colonel a précisé ici, c'est important de le dire, puisque vous voulez mettre la communauté internationale, nous n'avons pas les conditions exactes de la mort de ce monsieur. Il peut être mort en Djamena. Il peut ne pas être mort en Djamena. Personne ne vous dira. Et pourquoi vous dites que la communauté internationale... Il y a des pays qui sont... Il y a des sources militaires qui évoquent le cas de vengeance d'un de ses gardes, dont la mère avait été exécutée et le frère plus tard. Justement, et je vous ai dit avant cette prise de parole que ce n'est pas une armée à la dimension de l'armée
camerounaise qui a quand même une sorte de multiculturalisme, même si on peut constater certains écarts qui relèvent du fait qu'aucun être n'est parfait. Mais l'armée tchadienne n'est pas une armée sûre. C'est une armée, je dirais, de mercenaires qui sont là et qui bénéficient. J'insiste là-dessus. Mercenaires. Non, laissez-moi. En fait, oui. on va certainement parler d'une armée patrimoniale. Non, beaucoup plus. Le patrimonialisme, c'est le mercenaire aussi. On est au Tchad. Non, on est au Tchad. Et je ne le cache pas. Les sources qui nous reviennent, ce qu'on dit là, sur la mort. Ils sont installés à Mora dans le cadre de la force multinationale. Oui. Ce sont des soldats, en tout cas les militaires camerounais que nous avons rencontrés disent que ce sont des soldats bien entraînés, bien formés, pour ce qu'ils ont vu. Ça n'enlève en rien, oui, ça n'enlève qu'il soit une armée tribale, qu'il soit recruté dans une tribu. Vous savez, c'est là. Je pense aussi, et peut-être ils me diront, et ils peuvent me démentir, c'est l'environnement qui fait le comportement du soldat. De l'humain même en général. C'est-à-dire, si vous êtes dans une organisation où vous avez le Cameroun en face de vous qui donne peut-être le ton, tout le monde va se mettre à la page. Mais le problème aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on a les moyens de faire toutes ces guerres? C'est pourquoi je dis, menons des guerres efficaces avec des objectifs précis. Quand on repousse l'ennemi, on doit domestiquer, on doit reconstruire, on doit mettre des actions civilo-militaires pour que ça ne revienne plus. Et lorsque je parle de mercenaires, je mets mes mercenaires entre guillemets parce que les gens sont dans une logique de prédation qui permet de ne pas avoir une stratégie globale. Vous savez, les forces multinationales, elles rapportent aux acteurs, au-delà du fait qu'on risque sa vie, c'est une source de revenus pour le soldat qui participe à tous ces échéances et l'économie de la guerre. Il y a des soldats qui demandent à se faire pistonner pour faire partie. Voilà, l'économie de la guerre. Du point de vue économique, c'est rentable. Voilà, l'économie de la guerre a ses réalités. Ces réalités parce que, et peut-être pour sortir de là, lorsque vous voyez tout le Sahel, vous pouvez faire du décompte au doigt de la main. Quasiment tous ces pays ont connu des coups d'État ces 10 dernières années. Pourquoi? C'est la population. Même si vous allez dire c'est la France, c'est les puissances étrangères et tout, c'est peut-être l'environnement global, international, qui influe sur l'interne et ça donne ce que ça donne. Le seul pays peut-être sur lequel il faut peut-être s'appuyer davantage en termes de perspective, peut-être c'est le Niger, où le président vient de laisser après 10 ans, on peut avoir espoir que ce qu'il a sémé sous forme peut-être de démocratie, parce que moi, lorsque je finis tout ça, j'arrive toujours à la logique de la démocratie, qui est le système le moins chrysogène. Le moins chrysogène actuellement, qui peut permettre de lever toutes ces frusstrations au sein de nos sociétés. Je voudrais vous entraîner vers les logiques d'hommes forts. On a vu avec la Libye, après la chute de Kadhafi, on a eu l'impression que après la mort de cet homme fort, toute la sous-région a été embrasée. Est-ce qu'il y a des raisons de craindre qu'après le décès d'un autre homme fort, Idriss Déby, que la région s'embrase? Oui, il faut dire qu'avec la mort d'Idriss Déby dans ces conditions, avec la rébellion qui descend du sud de la Libye, on va vers un Tchad fortement déstabilisé pour les 3 ou 5 prochaines années. Tant qu'il n'y a pas un processus de retour. Après 18 mois, on va oui, c'est des déclarations de principe. Mais il faut d'abord revenir à une chose. Il y a une confusion sur ce plateau où on a l'impression que le fait d'avoir dit... Pour moi, c'est une position de principe d'abord. De dire que le président Biya n'avait pas à féliciter un coup d'État, un pouvoir putschiste qui prend le pouvoir, un groupe de militaires qui prend le pouvoir dans ces conditions. Parce qu'il y avait un processus démocratique en cours qui ne s'est pas achevé, qui aurait pu s'achever avec la mise en place, ou bien qui aurait pu prendre un nouveau bond avec la mise en place de la vacance par le président de l'Assemblée nationale, que c'est prévu par la Constitution. Maintenant, il est évident qu'on doit pouvoir continuer à discuter avec les acteurs. Et ces acteurs, l'un des premiers acteurs, c'est ce fameux comité militaire. Les autres acteurs, c'est les forces rebelles qui descendent parce qu'elles sont une menace à la sécurité globale au niveau de la sous-région Afrique centrale. Et j'ai dit que même si
sur le plan militaire, il n'y avait pas de véritable menace au niveau du Cameroun, grâce effectivement à la maîtrise de nos frontières par notre armée. Cela est indéniable ici sur ce plateau. Il y a que on ne va pas laisser mourir les populations dans leurs États. On va forcément accueillir les réfugiés dans notre pays. Et l'afflux de ces réfugiés crée d'autres problèmes qui sont tout aussi sécuritaires. Le grand banditisme, il faut qu'on s'y en suive, et d'autres choses. Donc, de ce point de vue, il est évident qu'il faut déjà commencer à penser à trouver les solutions au Tchad. Et l'une de ces solutions qu'on doit appliquer à toute la région de l'Afrique centrale et à tous les pays d'Afrique francophone, j'insiste là-dessus, parce que c'est un modèle d'État où les principes de la démocratie ne sont pas toujours les bienvenus. Il faut engager un processus de véritable démocratisation. Parce qu'il me semble qu'au terme de cette émission, j'anticipe sur la solution. Et la solution, c'est ça. Et PNK l'a si bien dit, même s'il ne l'a pas dit en des termes aussi brutaux. Idriss Déby Itno est mort comme il est au début de l'émission, est mort comme il est arrivé au pouvoir. Est-ce que les États africains sont destinés à ne vivre que de cette façon-là, de manière répétitive, avec des coups d'État, avec des gouvernements perpétuels, avec des alternances ou d'évolution de pouvoir mal menées, avec une démocratie qui régresse au lieu d'avancer quand elle n'est pas stabilisée. C'est ça le réel problème. Et la mort d'Idriss Déby Itno, la manière dont il a vécu, la manière dont il a géré le Tchad, pose effectivement le problème de manière considérable, ce problème permanent. L'Afrique est-elle disposée, l'Afrique noire francophone, est-elle disposée à exercer la démocratie, comme ça se fait partout ailleurs, pour le bien-être de toutes les populations? Idriss Déby Itno prend le pouvoir en 1991, à la suite d'un processus de rébellion. Entre-temps, au cours de ces 30 années de pouvoir, il y a eu des soubresauts, et à la 30e année, il y a une rébellion qui décide d'en découdre avec lui. C'est le mercenariat dont je parle. Oui, est-ce que donc, c'est un modèle que nous devons célébrer? Je dis non. Comment on fait pour sortir de cette manière de gérer le pouvoir à côté aux frontières du Cameroun? C'est de la démocratisation. Et ça pose également le problème du refus du Cameroun d'assumer le leadership dans la sous-région Afrique centrale. Si le Cameroun était effectivement, par sa position géographique extrêmement importante, et les militaires ici sur ce plateau parlent de verrou, il ne suffit pas seulement d'être un verrou militaire, mais il s'agit également d'être un verrou politique, d'être un verrou économique. De ce point de vue, le Cameroun refuse d'assumer ces différents... Peut-être ne veut pas s'exposer. Non, vouloir être un verrou économique, ce n'est pas s'exposer. On aurait pu inonder la sous-région Afrique centrale par nos vivres, par notre bonheur. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous refusons et nous rétrécissons. Parfois, nous abandonnons notre leadership à d'autres. Regardez, sur le plan économique, un petit pays, sans leur manquer vraiment de respect, mais pas la géographie, comme la Guinée équatoriale peut dicter sa volonté au Cameroun, ce n'est pas acceptable. Le Cameroun, à lui tout seul, en termes de population, c'est toute la sous-région, du moins au niveau de la CEMAC. C'est ça le problème du Cameroun. Et donc, la crise qui renaît aujourd'hui au Tchad pose également le problème de la place du Cameroun dans la construction des États d'une démocratie, d'une authentique démocratie dans la sous-région Afrique centrale. Tant qu'il n'y a pas, et c'est ça qui me fait problème avec le président Biya, qui s'empresse de féliciter une junte militaire, c'est qu'il lui-même il ne croit pas beaucoup à la démocratie. Il a adressé ses condoléances. Oui, il a adressé ses condoléances. Il a parlé. Il n'a pas encore félicité. Bon. Il a adressé des condoléances et il a saisi comme interlocuteur ses condoléances. Le monsieur qui a été présenté à la télévision publique. Je retire. Il a présenté ses condoléances. Il n'a pas encore félicité. Oui. Mais il y a la tentation de vouloir donner à cette junte militaire la place qu'elle ne mérite pas, alors qu'il y a un processus démocratique, il y a un mécanisme démocratique qui doit être mis en place, quelle que soit la manière dont le président Idriss Déby Itno est décidé. Alors, Léopold Daci, oui. Si vous aviez des conseils à prodiguer, peut-être en direction du Conseil militaire de transition, quelles sont, d'après vous, les premières mesures à prendre? On a vu que Mahamat Déby Itno a pris quelques décrets pour constituer d'ailleurs le Conseil militaire de transition. Les autres actes qu'il pourrait prendre dans le sens de rassurer les partenaires internationaux du Tchad, dont le Cameroun et les autres pays voisins, de ceux du bassin du lac Tchad, rassurer dans le sens de la prévention de conflits, dans le maintien de la paix, serait quoi? Je vais faire une petite digression avant de répondre à la question, si tu me permets.
retenons que les bandes armées qui descendent du sud de la Libye vers le Tchad ou bien vers le sud de l'Afrique viennent du fait que la paix est en train d'arriver en Libye. C'est la paix en construction en Libye maintenant qui incite les mercenaires, les entrepreneurs de guerre à descendre vers le sud avec des armes qui n'ont plus d'importance en Libye. Cela veut dire que ce n'est qu'une vague qui vient. Il y a tellement d'armes en circulation en Libye qu'aujourd'hui, la Libye n'en veut plus. Dans le Sahel. Je vais rester dans le cadre de la Libye. Ça veut dire qu'Haftar, qui pensait qu'il pouvait prendre le pouvoir en Libye, aujourd'hui tout le monde est arrivé au consensus que c'est impossible. Alors, toutes les armes qu'il est parti de l'Est vers la Libye pour la conquête du pouvoir sont maintenant à la portée du premier venu. On peut aller jusqu'à penser que les rebelles qui ont attaqué ou qui attaquent le Tchad en ce moment ont presque été escortés par les autorités libyennes. Comme vous dites si bien les choses. Allez-vous-en et foutez-nous la paix. Je ne voulais pas dire des choses comme ça, mais tu le dis si bien, Louric. Tu le dis si bien. J'ai évité de parler comme ça. Mais j'ai voulu. Pour revenir à la question, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas qu'en Afrique centrale, on pense que parce que aujourd'hui le président Déby est décédé, le problème est enterré. Non. Que non. Donc, pour revenir à ce que disaient les colonels, il faudrait soutenir le régime tchadien. On n'a pas d'autre choix là de les soutenir. Et de piétiner la démocratie. Non, qu'importe, maintenant la démocratie viendra après. C'est bon, je dis qu'il faut les soutenir. Parce que c'est l'essentiel. La démocratie viendra après. On ne peut pas être en train de... Vous avez le treillis, vous avez le canon sur la tente, vous parlez de démocratie. Il faut d'abord enlever la menace avant de penser à la démocratie. Et c'est le problème actuel maintenant. Donc revenons plus de... le colonel Badjek voulait réagir. Je n'ai pas terminé. On revient à vous. D'accord. Est-ce que la Libye a peut-être prêté le flanc? C'est qu'il y est tout à fait fondé, parce qu'il y a même eu une plateforme. Je dois vous dire qu'il y a ces groupes-là qui ont combattu d'abord le général Haftar, et que par la suite, il y a eu une plateforme où il y a eu des accords de non-agression entre les deux, et que c'est tout un couloir, n'est-ce pas, qui a été ouvert pour qu'ils redescendent. Ça, c'est démontré, c'est une vérité. Mais je dois dire que dans les mouvements, j'apprécie sa réflexion. Parce qu'on ne peut pas faire toutes les choses en même temps, même dans votre sécurité globale que vous envisagez. Il y a toujours un moment où il y aura une prépondérance de l'action militaire. Et effectivement, il faudrait penser que dans ces mécanismes-là, les actions civiles ou militaires permettraient, n'est-ce pas, d'accompagner également le début d'un processus politique. Il n'y a aucun processus militaire qui peut arriver à des solutions. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, ce qui se passe là en ce moment, c'est qu'il faut parer au plus pressé. Il faut une priorité dans les actions. À partir de N'Djamena. À partir de N'Djamena. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une véritable poudrière. Et cela va faire jonction déjà avec les voisins de l'Ouest, avec le problème malien qui nourrit non seulement un djihadisme à cause, n'est-ce pas, des problématiques irrédentistes qui existent déjà depuis, et d'autres problèmes dont les problèmes économiques ne sont pas des moindres non plus, parce qu'il y a un problème de développement qui fait que aujourd'hui il y a une montée exponentielle de l'insécurité. Donc je vous coupe pas, mon colonel. Lorsque vous parlez il faut parer au plus précis, j'ai l'impression que nous tous on est restés, toute la communauté internationale, tous les pays de la CEMAC sont restés. Ils ont vu Idriss Déby modifier la constitution et tout le monde savait que c'était fatal pour lui. On a laissé qu'il arrive à ce niveau et maintenant on s'est dit, il est mort, s'il pouvait s'en sortir, on ne serait pas là. Et maintenant on vient faire un service après-vente à la communauté internationale. Moi je suis dans une autre logique, je suis dans la logique de prévention et la meilleure prévention, c'est le respect du droit positif tel qu'il existe à un moment donné. Oui, mais moi, qu'est-ce qu'on fait là? Non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Non, mon colonel. Excusez-moi de prendre la parole. Mon colonel, je veux dire, vous me dites qu'est-ce qu'on fait là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant signifie que toutes les parties doivent s'asseoir. C'est-à-dire, on ne doit pas faire allégeance simplement à un groupe
Parce qu'il est en N'Djamena. Tous doivent s'asseoir. Si vous voulez véritablement la sécurité, si on veut la sécurité, on doit organiser des pourparlers. Il s'assède puisque le problème majeur du Tchad, on va tout dire, permettez. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas facile parce que ce qu'il est question au Tchad, c'est la longévité au pouvoir de Déby qui était attendu son départ. Il a modifié pour rester. Le camp d'en face, qui est aussi armé, tel que vous expliquez, la libre circulation des armes légères et tout, ça existe partout, dans nos quartiers, dans machin. On est arrivé dans un environnement où il y a perte de monopole de la violence au sens strict du terme, ce qui fait que... Par l'État. Oui, par l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CEMAC, si elle fonctionnait de manière automatique, ce n'est pas un président pris individuellement qui devait parler au Tchad. C'est l'ensemble de la communauté CEMAC ou CEAC qui parlait. Regardez souvent le cas. Mais les problèmes du Gabon ne sont pas les problèmes du Cameroun. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, il y a une vie internationale. Hein. Il y a des règles internationales. Il y a l'Organisation des Nations Unies qui existe. On ne prend pas, on ne s'ingère pas dans les problèmes internes n'importe comment. Et même lorsqu'on devrait s'ingérer, il y a des chapitres qui sont destinés, n'est-ce pas, à pouvoir fabriquer la manière avec laquelle on devrait s'ingérer dans ces affaires-là. Hein. Et ça passe par le Conseil de sécurité. Et même au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas, au niveau de l'Union africaine, il faudrait savoir que nous sommes dans une posture, s'il vous plaît, dans une posture de subsidiarité, n'est-ce pas. Aujourd'hui, ne faisons pas des choses ne réfléchissons pas sur des choses qui sont féeriques, hein, qui sont impossibles à réaliser sur le terrain. Vous ne pouvez pas vous ingérer dans les affaires du Tchad aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez susciter, n'est-ce pas, la collaboration pour arriver à la stabilité. C'est ce que je dis. Susciter, je suis d'accord. Susciter, la communauté internationale est en train de prendre parti pour l'office du maréchal. L'ensemble de la communauté internationale ne dit pas on cherche un médiateur, qu'on désigne un médiateur qui arrive là-bas et qui fait... Il y a une espèce d'unanimité autour d'un acteur. Pour terminer, parce que... C'est la littérature, là. Parce que c'est pas la littérature, monsieur. Je refuse que vous soyez dans cette logique. Non, ne vous fâchez pas. Non, je vous dis, respectez les propos des gens. Non, je le respecte. Vous n'avez pas le monopole là-dessus. Non, ne vous fâchez pas. L'ensemble de ceci. Je dis bien, lorsque deux parties sont en conflit, il faut de la médiation, parce que si les rebelles ont abouti à la mort de l'homme le plus craint du Tchad, qui est le maréchal Idriss Déby, ce n'est pas les autres qui sont là, qui font partie de sa garde prétorienne. Et c'est la garde prétorienne, il n'y a pas totalement unanimité. Et ça peut déboucher à autre chose. On a vu des dissidents. On a vu de vieilles dissidences avec les cousins de par exemple, qui l'ont attaqué. Le pot d'action revient donc à la question. Qu'est-ce que N'Djamena fait pour rassurer tout le cercle autour de lui? Et c'est ce que Nka voulait. Je suis en train de dire tout à l'heure que le président, le conseil militaire qui a pris le pouvoir à N'Djamena aujourd'hui a besoin de légitimité comme de l'air qu'on respire. Qui la donne? Donc, je vais vous dire, je vais répondre à votre question. J'ai dit le problème maintenant, c'est que la junte militaire, j'appelle cela comme ça, a besoin de légitimité. Je ne suis pas d'accord avec vous. On va vers des élections. Non, attendez, permettez, je vais répondre à la question. Oui, on a compris. Et cette légitimité-là va venir de la caution que les pays riverains dans le monde peuvent accorder à cette... Et pas du peuple. Le peuple n'existe pas. Permettez. Non, mais je parle de maintenant. Il y a 30 ans, on l'a fait à Idriss Déby, ça a donné quoi? Monsieur Oka, on est replongé avec la permission. On ne parle pas tout ça ensemble. Je disais avec la permission. Vous aurez la parole. Quand le président Biya, le même jour que la junte prend le pouvoir et décide qu'il y a un conseil de transition formé de 15 supérieurs, 15 officiers supérieurs de l'armée. Il n'y en a pas, oui, généraux, donne la caution, mais j'acclame des deux mains. Non, monsieur. Pourquoi? Je m'explique. C'est votre droit. Bien entendu. Que c'est le mien. Oui. J'acclame des deux mains parce que c'est déjà une garantie que le Cameroun donne au Tchad. C'est pas un problème militaire, monsieur. Oh là là. Permettons à le développer. Tu es allergique quand je parle, pourquoi? Je dis que lorsque le Cameroun, par le président de la République du Cameroun, dit à la junte que nous avons suivi, puisque vous êtes conscient que maintenant le pouvoir tchadien, de l'État tchadien entre vos mains, l'État du Cameroun vous reconnaît comme désormais le pouvoir central du Tchad. Et c'est bien. J'aurais bien voulu qu'autour du Cameroun, que cela se fasse de même. Si ça avait été que le Congo, le RCA, le Nigeria, tout cela se fait, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la grande menace vient du Nord. Et si le pouvoir tchadien, aujourd'hui, est défaillant,
il est clair que les FARC vont marcher sur N'Djamena. Et permettez. Et au sein des FARC, au rang des FARC, on ne sait pas tout. Ça peut être une cohorte de djihadistes qui vont marcher sur N'Djamena et personne ne sait où ce colère va s'arrêter. Personne ne le sait. Ça peut être qu'il va constituer le bord du lac Tchad en notre forêt d'Ambissa comme nous voyons au Nigeria aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc j'ai dit qu'il faudrait qu'on apporte un soutien sans faille à ces gens. Au Kalaï-Bodé, alors qu'il y a la menace de FACT, est-ce qu'on peut s'asseoir à N'Djamena pour organiser le dialogue qu'a demandé l'un des opposants farouches à Idriss Déby ce jour sur l'antenne de RFI, l'antenne Afrique de RFI? Est-ce qu'on peut penser au dialogue, à la réconciliation, au grand dialogue national, pour reprendre l'expression d'un pays voisin au Tchad, alors qu'il y a des crépitements de canons dans le nord? Qu'est-ce qui est la cause de ces crépitements? Je parle de l'urgence. Il y a un chef militaire qui est mort, un président de la République, chef suprême des armées au Tchad, qui est tombé au front. Est-ce qu'on rentre en N'Djamena à organiser le dialogue alors qu'il faut réagir du point de vue militaire? Non, du point de vue militaire, il n'est pas sûr que cette junte-là peut gagner cette guerre face aux forces rebelles qui viennent du sud, du nord du Tchad, du sud de la Libye. Et donc, se précipiter, comme le fait mon ami Léopold Dassi, à parler de légitimer une junte militaire, me pose un problème. La solution qu'on doit apporter à cette crise, c'est non, on ne donne pas. Le problème avec cette manière de faire, c'est que nous entrons dans un processus d'éternel recommencement. Il y a 30 ans, Idriss Déby a pris le pouvoir. Au cours de ces 30 ans, il y a eu des soubresauts. Et au bout de 30 ans, il y a un nouveau coup d'État. N'est-ce pas? Puisque c'est un coup d'État, parce qu'on s'interroge encore sur la manière dont il est mort, est-ce qu'il est effectivement mort au front et autres. Et après, c'est le même discours qu'on avait en 91. Il faut légitimer, il nous faut un acteur avec lequel discuter, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Non, mon ami Dassi, c'est pas comme ça. Il faut que le Cameroun se taise. Non, j'ai pas dit que le Cameroun se taise. Je dis que le propos qui aurait été le plus sage est celui de mettre en place un comité paritaire, un comité qui intègre toutes les parties prenantes, un pouvoir... dans la foulée des condoléances qu'on appelle au retour... Non, vous avez dit que ce n'était pas important. Oui. Non. Quel que soit ce que vous ferez, la cause de cette rébellion et la cause de la mort d'Idriss Déby est le fait qu'il n'a pas respecté la Constitution, le désordre institutionnel, la régression de la démocratie au Tchad. Je vous propose cet élément, ce portrait d'Idriss Déby, homme fort, puisqu'on parle de cet homme fort, ce portrait d'Idriss Déby préparé pour nous par Libre Kédiou une nouvelle fois, ça va nous permettre de venir après l'élément, faire des propositions concrètes, directes, avec emprise sur la paix dans la sous-région. Je vous propose de regarder, d'écouter ce portrait. Il s'apprêtait à consommer son 6e mandat à la tête de son pays, le Tchad. Idriss Déby n'aura pas cette opportunité puisque la mort a eu raison de lui ce 20 avril, juste quelques jours après l'annonce de sa réélection. Un parcours exceptionnel à la tête du pays, hérité dans les années 90, où après avoir chassé Hissène Habré du pouvoir, il prend le titre de président du Conseil d'État. Et plus tard, il est désigné président de la République du Tchad. Idriss Déby vole de victoire en victoire. Il est déclaré vainqueur aux élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. Après le succès au baccalauréat, il opte pour une école d'officiers de N'Djamena et obtient en 1976 une licence de pilote professionnel en France, spécialité transport des troupes à l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange. Intéressé par la politique, Idriss Déby collabore avec Hissène Habré dans les années 79 après son retour au Tchad. Hissène Habré le nomme commandant en chef des forces armées du Nord, puis chef des armées adjoints. Il s'envole une fois de plus pour la France dans les années 85 pour une formation à l'école de guerre interarmée. Il est qualifié pour le poste de conseiller d'Hissène Habré pour la défense et la sécurité. Une collaboration qui malheureusement va exploser dans les années 80. Et en
1990, il va créer le mouvement rebelle baptisé Mouvement patriotique du salut. Le 1er décembre 1990, avec le soutien de la France, N'Djamena est pris en otage et Hissène Habré prend la fuite pour le Sénégal où plus tard il est accusé de crimes contre l'humanité. Pendant ses différents mandats à la tête de la présidence de la République tchadienne, Idriss Déby Itno mène la guerre contre le terrorisme pour stabiliser la région, où l'on note des violences intercommunautaires dans le nord-est du Nigeria et une bonne partie du Sahel pour éliminer les groupes djihadistes. Cela lui a d'ailleurs valu quelques accusations de violation de droits de l'homme. Nommé maréchal en avril 2020 en pleine crise contre le terrorisme au Sahel, Idriss Déby Itno avait fait sauter le verrou de limitation de mandat par l'Assemblée nationale pour se maintenir au pouvoir. La mort d'Idriss Déby Itno est un coup dur dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et aujourd'hui, le Tchad, malgré les avancées annoncées par le régime tchadien, le pays reste l'un des pays pauvres très endettés de la sous-région, malgré les richesses de son sous-sol. Aujourd'hui, que Idriss Déby Itno s'en va, les armes à la main, son armée est réputée être la plus puissante de la sous-région. Colonel Kuitché, qu'est-ce qu'on fait ces jours-ci dans la sous-région pour éviter l'avancée des FARC qui ont déjà signalé que le Tchad n'est pas une monarchie, donc ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir qu'a pris Mahamat Déby en ce moment au Tchad. Comment la sous-région s'organise? Déjà, le plan militaire. Bon, disons, oui, sur le plan militaire, déjà avant d'arriver sur le plan militaire, il faudrait noter les difficultés que vont connaître les pays de la CEMA. Sur le plan des relations internationales, il est extrêmement difficile à l'État actuel de se poser en donneur de leçons. Il a dit au Tchad, il faut faire ci, il faut faire ça. Extrêmement difficile et délicat. Parce que on ne peut pas imaginer un État en train de s'adresser de manière ouverte, je vais le dire ainsi, à une faction rebelle d'un État qui avait un gouvernement reconnu. Ça, c'est extrêmement délicat. Maintenant, sur le plan militaire, ma foi, comme l'a dit mon collègue, il faut parer au plus précis maintenant. Il faut parer au plus précis maintenant. Les troupes doivent être en alerte. Il faut pouvoir mettre un dispositif en place pour au moins contenir les populations qui travaillent là-haut. Parce que lorsque les populations traversent les frontières, c'est les armes, c'est la drogue. Et je veux signaler ici, on ne l'a pas beaucoup dit, il y a un autre danger, c'est que le groupe de Barnaoui vient de faire une alliance avec l'État islamique au Grand Sahel et on s'en rend compte qu'ils ont les mêmes fournisseurs. Il faut aussi noter que la véritable voie du trafic aujourd'hui, c'est la Libye, le Tchad, le nord du Cameroun et le Nigeria. Et qu'en fait, la guerre qui se mène aujourd'hui, c'est la guerre du trafic illicite sur ce couloir. Donc, à l'état actuel, il faut donc contrôler par tous les moyens, pour citer quelqu'un, par tous les moyens, l'afflux des réfugiés, la circulation des armes légères et de petits calibres. Et évidemment, parce que, ma foi, imaginez-vous à Kousséri aujourd'hui que une bonne partie de la population a traversé, qui est des inondations comme d'habitude, avec les populations en plein air. Mais c'est bonjour le choléra, c'est bonjour les dégâts. Et je peux vous dire que certaines personnes vivant à Kousséri ou bien à N'Djamena ont des résidences à Maroua. Vous ne pouvez pas les empêcher de continuer à chercher le bonheur plus au sud du Cameroun. Sur le plan militaire, à mon avis, il faut mettre les points clairs. Il faut faire tout ce qui est faisable pour contenir les populations. Et sur le plan international, battre comme on le peut pour que la sécurité revienne au Tchad. Parce que si les verrous du Tchad sautent, nous sommes exposés. Bien qu'à c'est une action communautaire d'abord que je propose. Est-ce qu'au-delà de la planification du développement, des actions civilo-militaires, le Cameroun doit verrouiller ses frontières avec le Tchad? Il est impossible de verrouiller ses frontières parce que c'est laissé
les autres s'entretuer, si possible. Le Cameroun, c'est une image internationale, c'est un pays d'accueil, c'est l'Afrique en miniature. Donc, je vois difficilement des barrières ou des checkpoints se poser. Ils existent de manière informelle, on ne peut pas vous dire, mais les populations qui fuient la mort de l'autre côté vont revenir ici. Et moi, sachant que c'est un problème politique, que le Tchad a dit, il est possible que la communauté des États de l'Afrique, immunitaire des États de l'Afrique centrale, ils trouvent un émissaire qui descend et organise plus ou moins. Ça existe parce que ce qui se passe au Tchad, si la communauté internationale ne le prévoit pas peut-être de manière explicite, mais il y a un revers du principe de non-ingérence, c'est le devoir d'ingérence humanitaire pour sauver le Cameroun de ce flux de personnes. On a vu le pont, c'est classique. Et la prévention, c'est le respect du droit. C'est parce que vous voyez bien, dans certains contextes, le droit suit la politique rarement l'inverse. Lorsque la junte est arrivée aujourd'hui, ils ont dit que la Constitution n'existe plus. En temps normal, donc, quand la Constitution existe, il faut appliquer le droit positif. Lorsqu'on dit mandat de 5 ans non renouvelable, on respecte. Léopold Daci. Oui. Comment le Cameroun s'organise pour se prémunir, pour se préparer à la bourrasque qui pourrait venir du Tchad? Je fais confiance à l'armée camerounaise et je crois que les différents dispositifs d'alerte sont mis en place pour prévenir cette bourrasque qui certainement va arriver. Deuxième chose, je pense que la diplomatie camerounaise va se mettre en branle pour que les différents responsables de la crise libyenne prennent leurs responsabilités à 100%, et rien que leur responsabilité est toujours leur responsabilité, parce que vous voyez qu'en Libye aujourd'hui... Vous parlez de la France, par exemple? Par exemple. Le président Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Reconnaître n'est pas suffisant. Reconnaître n'est pas suffisant. Le leadership dans le règlement de la crise libyenne aujourd'hui est compris par c'est de s'impliquer. Non, monsieur Ndassif. Pourquoi tu me retires la parole? Tu n'es pas démocrate. Le principe dans la reconstruction de la Libye. On referme rapidement la parenthèse. Oui, faite par l'Allemagne. Ça a été créé au Conseil de sécurité. Ça a été créé l'année dernière par une conférence organisée à Berlin. L'ONU a donné cette idée. L'ensemble des pays sont en train de le faire. Et on observe, plus jamais, on avait connu de bonnes nouvelles venant de la Libye. Et c'est peut-être ce qui justifie, il a dit quelque chose qui est bien, mais qui ne vient pas que la violence se déporte ailleurs. La violence se déporte. Je ne vais pas le contredire, mais il ne faudrait pas que vous achevez. Il ne faut pas oublier qui est la Turquie en Libye aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Russie en Turquie aujourd'hui. Quand vous avez mis ces deux puissances sur le plateau, vous avez tout compris. Donc pour revenir sur le cas du Cameroun, je pense qu'en troisième lieu, il faudrait que le président Biya aujourd'hui, en tant que le sage de l'Afrique centrale, convoque d'urgence à Yaoundé les différents chefs d'État autour de lui pour que le cas tchadien soit déposé sur la table. Les mesures barrières. Qu'importe, ça peut être en visioconférence, qu'importe, mais il faudrait que de son autorité dans la zone CEMAC, qu'il convoque d'urgence les chefs de l'État de la région autour de lui pour qu'ils mettent sur la table le cas tchadien. Troisième solution, à mon avis, pour que nous sortions de cette crise ou de cette menace urgente qui est en train de peser sur notre pays, il faudrait que la force multinationale dont parlait tout à l'heure le colonel Badjek soit davantage restructurée autour du bassin du lac Tchad. Cette force-là qui combat le djihadisme, s'ils avaient en termes d'hommes et d'armes, pour contenir la menace qui est en train de venir vers le nord. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement le fait que nous voyons n'est que la face visible de l'iceberg. Au moment où aujourd'hui en Libye, la paix est retrouvée, il y aura davantage et toujours des armes qui vont descendre vers le sud. Moi, j'ai un seul mot. Bref, une idée précise. C'est le respect du consensus politique qui va préserver durablement la paix, à la fois au Tchad et dans les pays de la sous-région Afrique centrale, et y compris au niveau des pays de l'Afrique noire francophone. C'est ça le véritable problème. Et cette régression permanente de la démocratie qui pose ce problème, qui entraîne la crise que nous avons aujourd'hui au Tchad.
et qui crée des problèmes, n'est-ce pas, à l'ensemble des autres pays de la sous-région Afrique centrale, y compris le Cameroun. Et les militaires assis là l'ont très bien dit. Même s'ils ne regardent le problème que sur le plan militaire, nous avons le devoir de regarder le problème de manière plus globale, de manière holistique. Et de manière holistique, la solution, c'est quoi? En lieu et place de démocratie militaire, les gens semblent se révéler sur ce plateau, il faut qu'il y ait des démocraties civiles qui sont le fruit du consensus, sont le fruit d'un consensus qui doit être respecté. Tant que ce consensus n'est pas respecté, au Tchad notamment, il y aura toujours cet éternel recommencement auquel nous assistons aujourd'hui. Et il y a 30 ans, Idriss Déby est arrivé de cette façon. Il y a 30 ans, les gens ont tenu le style de discours que les militaires et M. Dassi tiennent aujourd'hui, qu'on ne sait pas avec qui discuter. Il faut consolider le pouvoir, il faut légitimer tel. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, le Tchad est revenu à la case de départ. Et le Cameroun, il n'y a pas d'urgence, n'oublie pas ça. Je n'ai pas refusé le concept d'urgence. Le concept, l'urgence ici est donc d'envoyer le droit d'ingérence humanitaire, bien sûr, mais vous donnez une différence, mais aussi, et je le dis très bien, c'est que les leaders de la sous-région Afrique centrale étaient de l'OUA, de l'UA et autres, auraient déjà dû commencer à avoir des contacts avec les forces rebelles, et avec toutes les forces, pour mettre en place une dynamique, pour arrêter d'abord la descente de ces forces rebelles vers N'Djamena. Parce que la conflagration qui aura lieu, demain matin, si ce pouvoir n'est plus là, on va encore se retrouver en train de devoir légitimer, je ne sais pas, quel tatampion avec ses amis à la tête du pouvoir. Et c'est pourquoi je dis que c'était très précipité de donner une espèce de reconnaissance à ce comité militaire. C'est ça mon problème. Colonel Badjek, les forces Barkhane sont encore là, nous ne sortons pas vous pour cette émission. Les forces Barkhane sont encore au Tchad. On peut espérer qu'avec l'aide de la France et des autres, on va pouvoir enrayer l'avancée et des rebelles et des autres djihadistes qui pourraient mettre en péril la sécurité dans la sous-région. Les forces Barkhane sont là, c'est une force, c'est un élément, n'est-ce pas, au sein de force multinationale et de tout un processus. Moi, je voudrais dire quand même, pour également apporter, il y a une évolution ou alors des solutions à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est sur le plan de la défense. Au niveau du Cameroun, c'est sur le plan de la défense. Les militaires vont réévaluer la situation et ils vont trouver des solutions à tous les niveaux, stratégiques et tactiques et opératives. Sur le plan diplomatique, il faudrait que la diplomatie se mette en œuvre. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines diplomaties qui ont déjà pris des contacts utiles avec toutes les parties. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Et ça me m'était dit sur certaines ondes de radio étrangères. Et maintenant, sur le plan humanitaire, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un flux de réfugiés qui soit conséquent, alerter le HCR et d'autres organismes, d'autres ONG qui peuvent travailler dans ce sens. Donc, il s'agit d'observer la situation et de faciliter, n'est-ce pas, le dialogue qui va certainement être un dialogue consensuel. Et moi, j'ai écouté également la société... Aménager le fauteuil de Mamad Déby. Ça, je voudrais dire que... moi, j'ai pas qualité pour savoir si on peut l'aménager ou pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai quand même entendu des échos de la société civile tchadienne qui allaient dans le sens où il fallait rentrer dans le dialogue. Et même ces FAC-là, ils s'appellent bien le Front pour l'alternance et la concorde. Donc, je vais vous dire que même en diplomatie, les belligérants, on les écoute. Puisque, quel que soit le cas, c'est dans un cadre de discussion, de rapprochement, que l'on va évaluer des solutions. Donc, quel que soit le cas, ce sont des gens qui ne sont pas négligeables. S'il y a un désarmement, ça va rentrer dans une logique, n'est-ce pas, de compromis. S'il y a une intégration, ce sera la même chose. S'il y a une participation à un mouvement politique ou alors au transitoire, ce sera toujours cela. Donc moi, je pense que nous n'avons pas à réfléchir à la place des Tchadiens. Nous ne pouvons que les aider. Et je dois vous dire que pour que ces mécanismes même de non-ingérence dont on fait allusion aujourd'hui, pour qu'ils se mettent en place, vous savez que ça ne peut se faire que par le Conseil de sécurité, où certains pays peuvent, avec le droit de voter, peuvent l'agiter et stopper tout du jour au lendemain. Donc il y a tellement d'enjeux dans cette partie, n'est-ce pas? Et que lorsque vous allez confondre les zones chrysogènes aux richesses, n'est-ce pas, du continent africain, vous allez comprendre pourquoi certaines zones chrysogènes sont concentrées à certaines zones. Éternellement chrysogènes. Voilà. On sort définitivement par vous, colonel Kuitier. Est-ce qu'on va prendre quelques nouvelles de la ligne de front? Vous avez été à la 41e BRIM, vous avez commandé cette unité.
Vous avez eu des nouvelles de Kousseri aujourd'hui? D'anciens camarades, éventuellement? D'anciens éléments. Non, ben, écoutez, les nouvelles que j'ai, celles que je peux vous donner, c'est des nouvelles qui se trouvent dans la presse, dans les réseaux sociaux et qui sont accessibles à tout le monde. Lesquelles? L'afflux des réfugiés dans la ville, avec tout ce que ça traverse le pont, qui traverse le pont. L'adrénaline ne monte pas dans la caserne? Forcément. Vous avez dit à quoi? Il faut bien qu'elle monte, il faut que les gens soient en alerte, il faut qu'on s'attende au pire. C'est pas forcément des enfants de cœur qui sont en train de traverser le pont. Il faut d'abord se mettre ça à l'esprit et être prêt à parer à tout. Mais voilà, ça c'est des informations que vous avez dans la presse et voilà, ne vous attendez pas que je vous dise ce que... Merci, cher monsieur. Non, il n'y aura pas de secret défense ce soir. Mais nous allons continuer à débriefer cette actualité, à creuser, à aller au fond, certainement au cours des magazines politiques de Canal D International, jusqu'à Canal Presse, dimanche certainement, avec Bouba Ngomna. La rédaction centrale reviendra à temps et même à contre-temps sur cette actualité au cours de nos éditions de journaux de demain jusqu'au week-end, en espérant qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles entre-temps ou qu'il n'y aura pas d'autres malheurs, parce que les malheurs s'amoncellent. On a enterré le cardinal Christian Toumi aujourd'hui. On nous a annoncé la mort de Germaine Aïdjo, la toute première dame camerounaise. Nous nous inclinons devant leur mémoire et nous vous disons rendez-vous très bientôt pour continuer à scruter l'actualité. Bonsoir.